La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. La cabane des secrets. Un invité qui parle de sa vie, son œuvre, son parcours, ses engagements, ses résonances avec la société. C'est tout l'éclectisme du monde qui se retrouve dans la cabane des secrets. Un moment intime et privilégié avec des personnalités qui se racontent pour raconter le monde. Une émission produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier. David Soudan, merci pour d'être ici et d'avoir accepté cette invitation. Alors comment est-ce qu'on te présente déjà, artiste, plasticien, directeur d'école? On peut dire déjà que tu es directeur et cofondateur de l'ENAI, l'école d'art appliqué au Bourget-du-Lac, anciennement à Chambéry. Mais tu es peintre aussi. Oui, alors merci pour l'invitation d'abord, Antoine. Oui, je fais de la peinture. En tout cas, j'essaye. J'ai commencé par faire de la peinture assez jeune. J'ai eu la chance de tomber dans un atelier de peinture dans la région, sur la commune de Yenne, qui était à Loisieux, l'atelier Tardieu, avec un grand artiste, peintre, poète, journaliste, etc., André Tardieu, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, parce que je dessinais depuis tout petit, et puis à un moment donné, il fallait passer à autre chose. Donc il a accepté que je vienne, pendant les vacances scolaires, faire un peu de peinture, apprendre la peinture, de manière très classique, c'était passionnant. Broyer les pigments, les mélanges, le sketch de Harlem, la térébenthine et compagnie. Et puis tout le process de la peinture dite classique, avec le dessin, le crayonné, tendre une toile. J'ai aussi appris à tendre une toile. Voilà, donc la peinture m'a très vite intéressé et passionné, parce que c'était une ouverture sur le monde, quoi, clairement. Et donc, au fur et à mesure que tu commences à peindre les natures mortes, les paysages, les portraits, etc., tu commences à ouvrir des bouquins, et puis tu commences tout doucement à t'ouvrir à tout ça. Moi, j'étais encore assez jeune, c'était pas là, donc c'était vraiment une découverte. Moi, je suis né en 71, donc je dis pas mon âge, mais c'est facile à calculer. Et moi, je suis un enfant vraiment de la télé, de la pop culture, quoi. Donc moi, je suis né avec Goldorak. T'es un peu un geek. Un espèce de collectionneur compulsif. J'ai pas mal de défauts. Un nerd aussi. Ouais. Et donc, si tu veux, et puis de la bande dessinée. Enfin, vraiment, c'est une époque particulière. Et du coup, la peinture, c'est un peu un bouleversement pour moi. Donc, tu parles de la peinture comme ouverture sur le monde, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un effet, en tout cas dans ton parcours, émancipateur de la peinture? Ça t'a sorti de Yenne, bon, c'est quand même un petit village, enfin une petite ville au fin fond de la Savoie. C'est ça, l'Empire savoyard, oui. Et puis, bon, t'es dans l'avant-pays savoyard, et ça porte bien son nom, quoi. C'est ça, exactement. À la limite avec l'Ain, t'es au milieu de nulle part, là. À cette époque-là, t'as pas Internet, quoi. Bah non, en plus, t'as pas Internet. Et puis, la ville la plus proche, c'est Chambéry, mais t'en as pour 3/4 d'heure à venir à Chambéry, quoi. C'est exactement ça. Donc, comme tu dis, c'est une émancipation, c'est-à-dire c'est une ouverture au monde et la découverte de plein de choses, parce que c'est pas ce que t'apprends à l'école. On y reviendra peut-être un peu après sur l'école, mais voilà, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Et à part reproduire des peintures, en cours de, je pense qu'ils appelaient ça à l'époque, d'art plastique, ouais. On reproduisait au crayon de papier des œuvres de Vermeer, des choses comme ça. Enfin, c'était absolument inintéressant. Donc, c'est une vraie ouverture du monde, et puis c'est une accélération. À la fois, t'es sur des références très classiques, mais aussi sur des choses qui à l'époque étaient dites modernes ou contemporaines. Voilà, donc c'est pour moi quelque chose qui bouleverse ma vie, et puis qui encore aujourd'hui la bouleverse au quotidien. C'est-à-dire que voilà, moi dans ma bibliothèque j'ai des bouquins comme beaucoup, mais des bouquins du Caravage, des bouquins de Francis Bacon, et puis de temps en temps j'en sors un, et puis je me prends une fessée, puis je me remets au boulot quand j'ai le temps de travailler, parce que j'ai plus trop le temps en ce moment, mais voilà. Donc tu peins encore. Donc oui, on peut dire David peintre. Oui, peintre. Pas artiste peintre, mais peintre. Voilà. Et pourquoi pas artiste peintre? Tu refuses ce mot d'artiste? Ouais, pour deux raisons. La première, c'est déjà que c'est pas le propre de l'artiste de refuser le mot d'artiste. Pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que le mot est galvaudé, et ça me dérange beaucoup. La deuxième, c'est que si on définit un artiste peintre, en tout cas dans ma définition, c'est très personnel. Je pense que personne n'en prendra ombrage, mais vraiment, c'est très personnel. Un artiste peintre, c'est quelqu'un qui, pour moi,
va consacrer son temps et son énergie à ça, à peindre toute la journée en quelque sorte. Je caricature un peu. Moi, c'est pas du tout mon cas. Il y a eu un moment donné dans ma jeune carrière professionnelle, parce que je suis allé sur l'illustration aussi, qui m'a permis de manger, de payer les factures. Et j'ai eu des opportunités auprès de galeries par rapport à la peinture. Et le discours de l'époque, c'était de dire il me faut tant de portraits, tant de paysages comme ci, tant de comme ça, tel format et autres. Et je me suis senti pas du tout à la hauteur du challenge, enfin en tout cas de l'attente. Et ce schéma que j'ai un peu gardé peut-être un peu trop longtemps a fait que je me suis détourné et je me suis plutôt consacré à l'illustration et puis ensuite tout doucement à la création de l'ENAI, à la co-création de l'ENAI, parce que je suis pas tout seul. Donc voilà. En revanche, la peinture a toujours été présente dans ma vie, elle l'est encore aujourd'hui. Je continue à peindre quand l'opportunité j'arrive à créer l'opportunité. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait d'expo perso, mais je continue à faire des expos collectives. Et puis je partage ça aussi avec mon épouse Amandine qui peint aussi. Donc ouais, voilà, c'est plus que n'importe quel autre médium, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ça fait, ouais, puis encore aujourd'hui, ça fait partie de toi, de ta vie. Alors tu dis que le mot d'artiste est galvaudé, du coup tu le réfutes un peu, mais est-ce que justement ça donne pas envie de se le réapproprier, de lui redonner du sens, quoi, justement parce que c'est un mot galvaudé? Oui, peut-être. Autant j'ai une réaction épidermique et de rejet par rapport à ça, autant je me suis pas plus posé la question. En fait, j'aime bien le mot peintre. Tu vois, c'est un mot dans les bouquins, tu parles de peintre. L'artiste peintre, c'est plus il me semble que c'est plus presque dans la discussion du quotidien, de la présentation de certaines choses, que réellement dans une définition à proprement parler. Aujourd'hui, on parle beaucoup de peintres. Soulages est décédé il y a quelques mois. On a parlé de Soulages comme étant un peintre. Je n'ai pas l'impression qu'on ait parlé d'artiste peintre. Bref, après c'est. Mais oui, peut-être qu'il faudrait se réapproprier le mot artiste, le redéfinir, parce qu'en plus on n'est plus au 19e, encore moins au 18e, on est au 21e, et que du coup peut-être que dans ces soucis de sémantique, il faudrait peut-être qu'on redéfinisse le mot d'artiste et qu'on lui donne. Bon, après, je vais partir dans des délires, mais qu'on redonne à la création sa place. Hein. On va pas revenir sur le fait que un monde sans création, sans art, c'est un monde qui est mort, quoi. Et c'est vrai qu'on tend un peu vers ça. Donc peut-être qu'en lui redonnant ses lettres de noblesse, peut-être qu'en y travaillant, en y réfléchissant, en redéfinissant les choses, on pourrait peut-être participer à ce que tout ça retrouve un peu sa place dans le quotidien. Tu parles d'un monde mort et en disant qu'on tend un peu vers ça, et pourtant on peut pas dire qu'il n'y ait pas de création dans le monde contemporain. Justement, ça foisonne de tous les côtés. Bon, alors tu vas me dire, c'est une des caractéristiques de l'apocalypse, le foisonnement de la création artistique, quelle que soit la religion d'ailleurs. Mais... Moi, je perçois plus un foisonnement créatif un peu tout azimut. Si je me réfère un peu à ce qui se fait en cinéma aujourd'hui, de manière mainstream, hein, c'est-à-dire vraiment des choses qui parlent un peu à tout le monde. Je parle pas de choses qui sont pas accessibles pour la majorité, malheureusement. Je parle vraiment de choses dont on parle beaucoup en musique, en cinéma. On a l'impression qu'on a du mal à être très inventif et que on va sur je vois ce qui se passe avec des choses qui me tiennent à cœur comme Star Wars ou comme Marvel ou autre, c'est un peu triste, quoi. Donc j'ai cette espèce de sentiment d'effusivité non contrôlé, si ce n'est par des gens du marketing, que vraiment un souci créatif. Et j'ai plus l'impression que c'est des choses qui vont dans le sens de la consommation que dans le sens du sens. C'est un peu ce qui me gêne, en fait. Alors on va évidemment arriver à l'école, mais avant là je peux pas ne pas sauter sur l'occasion. Tu viens de citer Star Wars. Alors chacun qui t'a croisé un jour dans sa vie sait que tu es fan absolu de Star Wars. Disney a tué Star Wars? Oh là là, j'ai pas la légitimité pour répondre à ça. Moi, tu peux avoir un regard. Enfin, tu as un regard. En tout cas, les dernières choses qui ont été produites sont catastrophiques, quoi. Je me réfère à un intervenant de l'ENAI, un scénariste. Peut-être que je vais pas prononcer le prénom, mais enfin un très bon scénariste qui me disait, tu vois, l'épisode 8, il faudrait l'utiliser comme un exemple de ce qu'il faut pas faire en termes de scénario et d'écriture dans les écoles, quoi. Donc moi, j'ai très mal reçu l'épisode 8 et l'épisode 9 qui m'ont catastrophé. Enfin, c'est quelque chose qui... Voilà. Alors, je vais pas crier au scandale et autres. Enfin, bon, bref. Et puis, parallèlement à ça, je suis
très hermétique aux fans, qui sont des gens extrêmement, très souvent, qui sont des gens qui sont un peu terroristes dans leur définition, dans leur appropriation. La façon dont ils s'approprient une œuvre, d'un seul coup, elle devient une sorte de parole universelle. Et en fait, tu n'as pas le droit de voir l'œuvre autrement t'es pas un vrai fan. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont très... Et tu te reconnais pas là-dedans, parce qu'on peut quand même dire que t'es fan de Star Wars. Ouais, alors, t'es peut-être pas fan attique. Non, je suis un, je suis un fan dans ce que ça représente et ce que ça aussi construit dans ma vie. Mais après, chacun s'approprie Star Wars. Tu vois, Star Wars, ce qui a été fait notamment avec le Mandalorian est plutôt hyper intéressant. Enfin, la série, moi je la trouve très intéressante, très bien écrite, très bien filmée. Même si elle est très référencée pour le coup. Mais non, je pense que Star Wars, comme plein d'univers, chacun s'y approprie, ça appartient à tout le monde. Et ce côté un peu fan, à ce hardcore, moi ça m'emmerde en fait. Tu vois. ça m'ennuie parce que c'est des gens qui, j'en connais, et qui tu passes, enfin tu vas boire un verre avec eux, ils te parlent que de ça, quoi. Tu vois, mais dans tous les domaines. Et en fait, on peut être fan de plein de choses. On peut être, comme je disais, moi je suis fan de pop culture. Voilà, et je mets un peu tout au même niveau plus que de Star Wars, et Star Wars serait la représentation, figure de proue de cette pop culture. Ouais, quoi, en partie, mais la Japanime, comme moi je l'ai connue et comme elle existe aujourd'hui, hyper intéressante, fait partie aussi des choses essentielles. La musique aussi. Enfin, moi je suis fan des années 80. Enfin, de la musique, une partie de la musique des années 80. Je pense qu'il y a des gens qui sont évanouis là en écoutant ce que je viens de dire. Mais une partie de la musique des années 80. Tu peux préciser laquelle du coup, parce que la New Wave, il y a plein de groupes comme ça. La fin des années 70 avec des gens comme Joy Division et autres. Enfin, tout cette basculement 70-80, je trouve absolument incroyablement créatif, quoi. Enfin, alors après, là aussi, j'en pense des portes ouvertes, YouTube, des gens comme des Pêche Mode et autres. Voilà. Moi, je trouve que c'est des... Et encore, ce sont les plus connus. Il y en a plein d'autres qui m'échappent parce que j'ai une mémoire poisson rouge. Mais voilà, même en France, il y a eu des choses produites dans le début des années 80, fin 70, début 80, hyper intéressants, quoi. Enfin, Jacquenot avec Elie et Jacquenot. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Voilà. Ça, c'est en musique. Et puis, c'est toujours, pour moi, accompagné d'une... Enfin, c'est toujours lié à une image. Il y a une iconographie, une musique à côté, quoi. Et je trouve ça super intéressant quand... alors, sans tomber dans justement les années 80 où tu as des clips qui parfois portait la musique qui était pas de très bonne qualité, qui était un peu de la musique de supermarché, et il y avait un super bon clip derrière, d'un seul coup ça a été matraqué sur MTV. Enfin moi je vais pas refaire non plus l'histoire, et puis je suis pas un spécialiste de tout ça, mais donc voilà, et je parle pas du cinéma, enfin voilà, Retrouver le futur, Ghostbusters, enfin c'est ça aussi c'est très cliché, et en même temps quand t'entends, tu ressors le DVD ou tu te regardes ces films, c'est d'une inventivité, d'une créativité incroyable, voilà, et c'est super intéressant de s'apercevoir très souvent, je pense à Blade Runner, qui est un de mes films fétiches, c'est que quand tu plonges dans l'histoire de ces films, tu t'aperçois que et Star Wars c'est pareil, hein, le premier de la guerre des étoiles, le New Hope, c'est des films qui n'auraient 100 fois jamais dû sortir. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu des tas d'embûches, voilà, parfois même Blade Runner, il est sorti, ça a été un demi-flop, quoi. Maintenant, c'est culte. Donc, si tu veux, c'est toutes ces aventures créatives et dont on se rend compte aujourd'hui plus jamais à quel point c'est des créations qui ont été essentielles pour la création audiovisuelle, même la musique derrière qu'il y avait. Donc, ouais, moi, je suis très attaché à ça. Alors, attention, je donne l'impression là depuis un petit moment d'être un nostalgique. C'est exactement ce sur quoi j'allais t'interroger, parce que voilà, ouais, est-ce que là t'entendre, on peut penser que en fait t'es bloqué dans ce passé-là, et qu'est-ce que tu fais en 2023? Du coup, fallait rester là-bas. En fait, je m'en nourris, si tu veux. Moi, je suis pas un nostalgique qui reste je m'habille pas avec les fringues des années 80, je mange pas, bref, manger des années 80, ça serait problématique. Mais voilà, je suis pas bloqué dans ces années-là. Par contre, je m'en nourris, comme je me nourris du Caravage, comme je me nourris de Michel-Ange, comme je me nourris, voilà, d'une forme de littérature, de poésie, un peu moins d'ailleurs, mais voilà, et en fait, je me nourris. Et en fait, une partie de ma peinture, on va revenir vite fait dessus, mais déjà, j'ai deux thématiques principale en peinture, c'est le paysage et le portrait, qui sont deux thématiques historiques pour l'histoire de la peinture. Donc, je me suis gardé ces deux thématiques-là. Et j'ai un certain nombre de toiles, de séries que je fais, que j'appelle Petite poésie du quotidien, et qui font référence à la fois à un objet du quotidien, mélangé avec une œuvre, un extrait d'une œuvre
qui me semble essentiel, dans une idée en fait, de faire sortir la peinture et la pop culture et autres, de les faire sortir de ces carcans, de cette nostalgie, de ces bouquins poussiéreux, de ces musées pas toujours à la hauteur, et de les proposer sur des toiles qui ensuite sont proposées au public quand elles sont visibles. Donc si tu veux, je suis quelqu'un qui se nourrit. Je soustrais pas, j'additionne. Donc Goldorak plus Caravage plus New Order plus je sais pas quoi. Voilà. Non, c'est pas. Je suis vraiment pas là-dedans parce que je pense qu'en plus la nostalgie, elle peut vite être bloquante et puis elle peut être. Enfin, t'as envie de. Je vais dire un gros mot, mais t'as envie t'es en pleine dépression si t'es dans la nostalgie, tu vois, il y a un truc, de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Évidemment, quand j'avais 10 ans, que je regardais Goldorak et autres, j'étais bercé par un truc, il y avait moins de voitures, il y avait moins de monde, il faisait moins chaud. Donc, mais alors, voilà. Non, moi, je suis bien je suis bien en 2023. Je pense que, je suis pas trop à l'ouest. Tu parles de musée, dans le métissage, David Soudan, que tu décrivais, tu parles de musée pas toujours à la hauteur. Ça veut dire que l'institution culturelle qui est quand même très forte, très, très maillée, avec une politique qui est très présente depuis, au moins depuis la fin du XXe siècle, n'est pas à la hauteur des enjeux de société aujourd'hui. Je pense, ouais. Qu'est-ce qui lui manque alors à cette politique culturelle et à ce maillage quand même de musées, de théâtre, etc. qui est hors du commun? Ouais, je parle le théâtre, j'ai pas du tout ton expertise autre, donc je m'aventurerai pas sur ce terrain-là parce que je dirais forcément des sottises. Sur le musée, il y a des choses qui m'ont fait réagir une époque où je me souviens, ça remonte un tout petit peu, et j'ai pas l'impression que les choses ont beaucoup évolué de ce côté-là. Où en fait j'entendais des gens qui se plaindre, je me souviens d'une réunion comme ça, où des directeurs de musées se plaignaient qu'il y ait des problèmes de fréquentation des musées, etc. Voilà. Et à un moment donné, j'ai osé leur dire, mais en fait, vous faites quoi pour changer ça, quoi? Et évidemment, je me suis pris le coup de ces interlocuteurs qui étaient des sachants, et moi, j'étais rien de tout ça. Donc, mais c'est exactement ce que je pense. Et je me souviens d'actions auxquelles j'avais collaboré, ou parfois un peu porté, qui étaient de sortir un peu des œuvres des musées. Le musée hors les murs, alors maintenant c'est à la mode, hein, donc on va me dire t'es gonflé quand même. Mais oui, j'ai travaillé à une époque avec la DDAC, je sais plus si elle s'appelle toujours DDAC à Chambéry, avec le département sur des actions, et en fait j'avais créé 9 peintures de 9 portraits de personnages célèbres. Il y avait Picasso dedans, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre d'ailleurs parce que maintenant quand on connaît un peu plus sa vie, bref, peu importe, il y a prescription. Il y avait Coco Chanel, il y avait Miles Davis, peu importe. Donc j'avais fait 9 portraits de 9 personnages célèbres qui étaient peints sur une toile. Ces toiles ensuite étaient regroupées dans une espèce de caisse, et on pouvait venir emprunter cette caisse et la faire circuler dans institutions, collèges, lycées, EHPAD, maison de la culture, enfin peu importe. Ouais. Et pendant 3 ou 4 ans, cette expo a tourné comme ça dans le département. De temps en temps, j'allais faire des interventions, des ateliers et autres. Et je me souviens d'une gamine qui me disait, qui m'a dit à un moment donné, j'étais dans une école, me dit, ah ouais, mais je peux te poser une question, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que, en fait, t'es peintre, mais, tu vois, d'ailleurs, elle avait pas dit artiste peintre, elle dit, t'es peintre, mais en fait, t'es vivant, quoi. Et tu vois, là, un peu l'image très poussiéreuse, c'était au fin fond de, je sais plus quelle école dans la campagne. Mais dans un autre fin fond de Savoie. Voilà, exactement. Mais c'était symptomatique, tu vois, c'est-à-dire que font les institutions. C'est bien de dire il y a telle et telle expo, et moi je trouve ça formidable. On est un pays extrêmement visité, on a des outils extraordinaires avec des expositions improbables. Enfin, oui, et en même temps pas tellement accessible. Là, t'as les expos en ce moment sur Paris, tu peux pas y accéder parce que voilà, bref, les grosses expos sont prises d'assaut, donc c'est un peu compliqué. Et c'est ce côté un peu, je trouve qu'il y a un problème de décentralisation de tout ça pour moi. Il faut monter à Paris pour faire ces expos. Alors certains diront, bah oui, mais c'est déjà bien qu'il y ait ces expos. Oui, mais tout le monde ne peut pas monter à Paris. Et surtout, on va revenir un peu, peut-être, ça fera un petit crochet avec les naïs, mais moi j'ai un vrai amour de mon territoire. Moi je suis très très attaché à mon territoire. Je suis pas savoisien, mais je suis en tout cas très attaché à la Savoie et à mon territoire. Et j'ai fait pas mal d'actions ou de coactions à une époque, un peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais autour de ça, autour de
de désacraliser beaucoup de choses autour de la création artistique, autour de l'art, autour de rendre les choses plus accessibles, plus intelligibles. Et je trouve que pour avoir travaillé avec certains musées, dont je dirais le nom, avec certaines personnes, c'était à pleurer, quoi. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'avais des personnes qui étaient en place, qui avaient un certain statut, et mon discours, en tout cas, ce que je pouvais dire, les touchait pas du tout, les atteignait pas du tout, et ils en avaient rien à secouer, quoi. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, un enfant qui va au musée, c'est ses deux parents qui y retournent, quoi. Hein. Enfin, les statistiques ont été faites, je n'ai plus ça en tête, mais voilà. Et je suis très... Alors, à part si tu as un enseignant, et j'en connais un paquet, parce que j'ai eu la chance d'en fréquenter un certain nombre dans des actions, et tu as un paquet d'enseignants qui font ces démarches-là, d'emmener les mômes au musée. Mais il faut pouvoir, aujourd'hui, il faut louer un bus, on sait ce que ça coûte et autres. Et l'idée de dire que il faudrait peut-être plus, je sais que ça se fait, mais pas suffisamment à mon goût, que peut-être les musées aillent d'un peu dans les écoles ou institutions. Il y a l'artothèque de Chambéry fait ce boulot avec Guillaume Turini, voilà, de permettre à des gens d'embarquer des œuvres, de les louer, de les garder un temps, et je trouve que ça c'est absolument essentiel. Quand tu discutes enfin, j'ai un exemple je me souviens un jour, on parle comme ça de musée, et puis des gens qui étaient pas du tout sensibles à ça, et qui me disent oui, mais tu comprends, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, on n'y comprend rien. Et je leur dis, écoutez, moi je vous propose, on va faire un tour au musée de Grenoble, je vous emmène. Donc on va au musée de Grenoble. C'est un musée qui est hyper intéressant parce qu'on balaye, en une heure, on peut balayer vraiment toute une période essentielle de la peinture. Et voilà, on est allé faire un tour, et je les ai amenés voir des choses essentielles, en tout cas qui sont l'essentiel, faire un tour rapide, à chaque fois en rendant les choses accessibles. Voilà, c'est pas que les choses sont compliquées, c'est qu'on les rend compliquées. Est-ce qu'il y a une intention derrière? Est-ce qu'il y a un manque de volonté? J'en sais rien, peu importe. Et ils sont sortis convaincus de ça, en fait, avec un regard qui avait changé. Donc si tu veux, c'est pas les institutions, une fois de plus, c'est pas les outils qui sont problématiques, c'est pas les œuvres elles-mêmes, c'est la façon dont les gens vont ou ne vont pas, justement, dans ces comme pour le spectacle vivant, c'est compliqué. C'est pas pour moi, j'y comprendrais rien. Enfin voilà, on a eu souvent ces discussions-là, mais c'est pareil, quoi. Mais est-ce que sortir les œuvres du musée, c'est pas quelque part les banaliser et leur faire perdre... Alors, n'y vois pas mon point de vue là-dedans, hein, je me fais l'avocat du diable, mais du coup leur faire perdre une partie de leur essence, quoi, qui, de fait, a un caractère sacré. C'est aussi le rôle de l'œuvre d'art de jouer sur ce terrain-là, non ? Eh ben, si on veut, mon point de vue, c'est que si on veut justement retrouver de l'art dans notre quotidien, il faut le faire redescendre, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de gens autour de moi je vois même des élèves de l'école qui considèrent tout ça est pas à leur portée, que c'est pas pour eux, c'est pas fait pour eux, ils comprennent rien. Donc, l'enjeu, il est, moi, je sais que là aussi, je me suis pris la tête 2-3 fois avec des gens sur le fait de désacraliser tout ça, même la création artistique, la désacraliser. Moi, je pars du principe que potentiellement, on est tous avec un potentiel créatif, artistique. Oui, sortir, en fait, c'est quelque chose qui est très français aussi. C'est l'héritage du romantisme et de l'illumination de l'artiste. Quand on voit la façon dont les anglo-saxons abordent la chose, complètement. Il y a des cours et des manuels pour savoir bien écrire. Mais aujourd'hui, tu postes, alors c'est pas mon cas, mais j'en ai discuté avec des étudiants, tu postes aujourd'hui une illustration, une peinture, un dessin sur un forum en France. Déjà, tu te prends une vallée de bois vert parce que tu te fais insulter. Et puis personne ne vient c'est pas dans la culture d'aider ou d'apporter des critiques constructives. Tu fais la même chose sur un forum anglo-saxon. Tu croises d'abord déjà souvent des grands noms qui t'apportent des conseils et autres dans la mesure où tu engages la discussion. Ouais. C'est très très culturel. C'est culturel. C'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture et autres. Bon, après c'est comme ça, mais moi, je regrette ça. Vraiment, je regrette tu vois, je vais dire, si j'avais pas rencontré André Tardieu, j'en parlais tout à l'heure, qui a vraiment quelqu'un qui m'a influencé, qui a influencé mes parents. C'est-à-dire que mes parents avaient pas accès à toutes ces choses-là non plus de prime abord, même si c'est des gens qui lisaient et autres. Mais voilà, la peinture et autres. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté. Et si tu rencontres pas des gens comme ça, ou je pense aussi à Jean Delétraz, qui était aussi un très bon peintre, qui m'a beaucoup influencé, qui était un peintre iénois pour le coup.
et qui n'a pas pu davantage être connu parce qu'il a des gros soucis de santé, que c'était assez compliqué à l'époque. Mais si tu rencontres pas ces gens-là qui changent ta vie, moi j'ai la chance, à 52 ans, T'as dit ton âge, hein. Ouais. de me dire, tu vois, j'ai rencontré telle et telle personne. Voilà. C'est vraiment quelque chose pour moi. Et l'école, on est une forme de prolongement. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est la possibilité, pour moi, alors il y a plein de choses, on y reviendra peut-être, mais de rencontrer au quotidien. On s'est rencontrés, on s'est rencontrés en dehors de l'école, mais on s'est rencontrés, entre guillemets, intellectuellement, je puis me permettre, à l'école, quoi. Ouais, hein. Ouais, on s'est rencontrés dans un musée, d'ailleurs, on peut. C'est vrai. Mais je les fréquente, hein. J'ai rien contre. C'est juste que je suis un peu critique. Et puis, la critique, elle est constructive, elle est pas acerbe. Mais, voilà, moi, l'école, c'est un lieu de rencontre. Tu croises des gens extraordinaires. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui, voilà. Et en fait, pour avancer, pour progresser, dans nos démarches, il faut rencontrer des gens, il faut rencontrer des œuvres, il faut rencontrer, c'est essentiel. Donc la tendance, on va y revenir aussi certainement, mais la tendance aujourd'hui qui consiste à penser notamment l'école, ça existe, hein. Enfin, je suis pas en train de décrire un scénario catastrophe d'un prochain film, mais aujourd'hui on parle beaucoup de formation en distanciel. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet. Les universités ont été obligées de faire ça. Les IUT ont été obligées de faire ça parce que au moment de la Covid, on a peut-être un peu abusé, mais bon, en même temps, c'était aussi le jeu. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça coûte beaucoup moins cher, que c'est plus confortable, qu'on paye pas des mètres carrés pour accueillir des étudiants, qu'on paye pas des enseignants, qu'on n'achète pas du matériel. Et vraiment, je suis très inquiet de ça parce que la rencontre, elles doivent se faire physiquement, intellectuellement. C'est-à-dire que si tu es face à, même si quelqu'un qui est vivant, qui est en face de toi, qui est en direct, si tu as des dizaines de personnes connectées en même temps, la rencontre ne peut pas se faire pareil, de la même façon, quoi. Moi, je suis très, très inquiet aujourd'hui la visio est intéressante, hein, c'est un outil extraordinaire. Tu peux discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Je reviendrai pas dessus et je vais pas non plus la faire mon nostalgique de oui mais c'était mieux avant, c'est pas du tout mon intention, j'espère que voilà, mais ouais, c'est ces rencontres, voilà, tu rencontres les gens physiquement, tu discutes avec eux, tu montres, tu regardes, voilà, c'est physique, quoi, et tout est là pour moi. Est-ce que justement là on y arrive enfin, est-ce que justement la création de l'école, on peut dire que c'est pour ça? Pour créer un lieu de rencontre, pour déjà que toi tu puisses rencontrer des gens, mais aussi dans un acte de partage pour que les étudiants, pour créer un environnement en fait qui est propice à ça pour les étudiants. Absolument. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit un truc. On a fait un bouquin sur l'école, alors qui est pas diffusé pour l'instant. Je sais pas quand on a l'occasion de diffuser. On a fait faire un bouquin écrit écrit et écrit par Sarah Molina et mis en page avec beaucoup de talent également par Pierre-Jean L188, une agence de créa. Et donc c'était aussi une manière de s'immerger 20 ans plus tard, parce qu'on a l'école a 24 ans maintenant. Et elle a dit, Sarah, elle a écrit quelque chose je trouve de pertinent, en disant qu'en fait j'ai co-créé, hein, je le dis, je le répète, j'étais pas tout seul et encore moins aujourd'hui, mais en tout cas je suis à l'origine du projet, on va dire ça comme ça, et j'ai voulu comment dirais-je, chercher à faire l'école que j'aurais aimé avoir en fait. Voilà. Et donc oui, c'est un lieu de rencontre, d'émancipation, de canalisation. Une fois de plus, là aussi, si André Tardieu dit pas mes parents, vous savez, David, a priori, là, il y a un truc, quoi. Il faudrait peut-être l'encourager, il faudrait peut-être qu'il fasse une école et autres, voilà. S'il n'y a pas cette rencontre-là, moi je passe à côté, quoi. C'est évident, et je vais faire autre chose. Et tes parents qui ont suivi. Et mes parents ont suivi. Parce qu'il y a cette chance-là aussi. Ouais, oui, mais j'ai la chance d'avoir toujours des parents vivants d'ailleurs extraordinaires, mais voilà, il y a eu quand même cette sorte d'adoubement en disant mais allez-y, quoi, c'est pas juste que tu sais les gens qui savent dessiner, il y en a à tous les coins de rue.
je me suis dit, il faut qu'on puisse créer un lieu où les parents, les mômes, donc on fait des portes ouvertes, on fait des tas de choses comme ça, on rencontre du monde, on prend des gens en stage, en dehors des formations, pour dire, venez voir un peu ce qui se passe, venez voir ce que c'est qu'une école. Oui, il y a du boulot. Alors, il n'y a pas du boulot pour tout le monde, hein, comme tous les domaines artistiques, il y a du boulot pour les plus talentueux et les plus engagés, voilà, bref. Mais ça me semble toujours fondamental, voilà. Et l'ENAI, c'est ça aujourd'hui. C'est une école de formation, on a des formations en 3 ans, etc., très sérieuse, voilà, c'est une école qui a une bonne réputation et je m'en félicite et je suis très fier de faire partie de cette aventure. Mais c'est aussi au quotidien des rencontres, un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre enseignants. On a à peu près en moyenne une 40aine d'enseignants qui se succèdent toute l'année. Certains viennent régulièrement, d'autres de manière plus ponctuelle. Et voilà, et c'est ces gens-là qui ont façonné l'école, qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et les mômes, les étudiants, ont la chance de rencontrer ces créateurs qui accepteraient vraisemblablement pas majoritairement de les prendre en stage. Voilà. Donc là, ils viennent sur place, il y a ces rencontres et on voit très bien en 2-3 ans de quelle façon la plupart des étudiants sont changés, quoi. Ils ont voilà, c'est quelque chose qui les change fondamentalement. Oui, parce que ce sont des professeurs artistes ou en tout cas professionnels de ce qu'ils enseignent. C'est une des particularités de l'école, quand même. Et c'est presque une façon de penser effectivement l'école différemment que comme on peut la. Ce sont pas des enseignants. Voilà. Alors moi j'ai rien contre les enseignants, bien au contraire. Et une fois de plus j'en connais, j'en fréquente un certain nombre que je respecte. Et aujourd'hui le métier enseignant est devenu très très difficile. On le sait, on le voit. Hein, j'invente rien. On est au courant de tout ça. Mais nous on a fait un choix sur de la formation comme on l'envisage, de travailler avec des professionnels. Alors ça marche pas à tous les coups. Parfois certains sont très motivés et puis en fait au bout de quelques mois se rendent compte que c'est pas tout à fait ça. Parfois certains autres ont juste envie de transmettre et puis sans avoir d'expérience de pédagogique, et en fait c'est miraculeux presque, en tout cas c'est extraordinaire, et ils sont là 10-15 ans plus tard. Mais oui, on travaille avec des gens qui vivent de leur activité. Donc tu peux être professionnel et pas du tout pédagogique. Ah oui, j'en connais. J'imagine qu'il y a 2-3 expériences comme ça. Oui. Puis, mais alors c'est pas critique, c'est juste que transmettre, ça s'apprend aussi, je pense que. Mais après, pour que ça puisse s'apprendre, il faut être disponible pour dire je vais apprendre, parce que voilà, quand tu es pro et que tu as plusieurs dizaines d'années d'activité, est-ce que tu es en capacité, j'essaye de me remettre à la place, moi qui maintenant une fois de plus à un âge déjà un petit peu avancé, je me dis est-ce que je serai en capacité d'apprendre, je sais pas, voilà. Donc remettre en question, tu vois, tu dis j'arrive, ça fait 30 ans que tu fais ce métier, tu arrives et on me dit non mais attends, c'est pas comme ça, puis tu sais l'enseignement et autres, ouais bon allez salut quoi. Et surtout que ce que les gens je sais pas si les gens s'en doutent, mais nous on a vu en 24 ans la typologie des étudiants changer fondamentalement, mais fondamentalement. Après là aussi c'est pas une critique, c'est comme ça. Alors soit tu dis c'était mieux avant, voilà, la nostalgie, on y revient. Et tu fais l'autruche, tu mets la tête dans le sable. Soit tu dis voilà, j'ai un public qui change, les métiers ont changé, les outils ont changé, la population a changé, enfin bon, tout a changé, le monde a changé. Et tu dis je réinvente au quotidien, c'est un peu ce qu'on fait à l'école, et c'est pas toujours facile, des fois on se trompe. Je réinvente au quotidien la manière d'enseigner et l'enseignement. Et donc, si tu veux, ça va se rajouter à, justement, est-ce que je suis disposé à... Moi, il y a des gens que j'apprécie énormément, qui sont passés par chez nous, puis qui ont fini par me dire, écoute, non, franchement, je me sens plus, quoi. Je suis dépassé par le truc, quoi. Voilà, ça m'intéresse plus. Donc, on peut avoir envie et puis se désintéresser. Le public, aujourd'hui, est exigeant. Il est très difficile, le public, aujourd'hui. Le public étudiant, c'est un public qui est... alors, je vais être négatif, qui manque d'autonomie, ça c'est une réalité, mais je pense que c'est un mal un peu systémique. C'est un public qui a beaucoup de mal à se concentrer, et ça c'est un vrai problème. On peut plus faire des formats comme on l'avait fait à une époque, ça c'est une évidence. En revanche, c'est un public qui arrive. Moi, je reçois des étudiants d'entretien qui sortent du bac et qui ont des dossiers artistiques qui tombent de ta chaise, quoi. Enfin, alors c'est souvent, c'est pas toujours plein de sens. Parfois, ça manque un peu de contenu. Par contre, en termes de virtuosité technique, techniquement, oui, il y a déjà des bases. Et ça, c'est des choses que tu voyais pas, ou moins en tout cas il y a 25 ans. C'était exceptionnel. T'en avais un de temps en temps, un ou une. Hein,
une activité qui est aussi qui se féminise de plus en plus, et tant mieux. Enfin, des activités plutôt qu'une. Mais là, aujourd'hui, c'est presque 1 sur 2, quoi. Tu vois, t'as 1 sur 2. Ah bah, t'as 1 sur 2 où t'as un super dossier, et puis t'en as... Et comment t'expliques ça Bah, c'est des gens, les mômes sont nourris au quotidien d'images. Ouais. L'iconographie, elle est permanente, elle est omniprésente. Et donc beaucoup plus qu'il y a 20-25 ans, parce que pour autant... Incomparable. Il n'y avait pas de smartphone, Internet balbutiait. Exactement. Et puis il y a plein de gens qui... moi j'ai plein de candidats qui me disent « Ah mais ça fait 2-3 ans, j'ai suivi des cours. » Ah non, mais je suis des tutos, quoi. T'as énormément de tutos, t'as énormément de choses. Mais alors ça c'était l'école du 21e siècle, du coup, face au tuto YouTube, face effectivement au distanciel, il y a quand même une concurrence dans ce milieu des écoles, parce qu'on y reviendra, enfin à un moment on va arriver sur le fait que c'est une école privée. Oui. Mais comment tu te positionnes face à ça? Parce que à quoi ça sert de payer X milliers d'euros par an? C'est quand même pas donné. Loin de là, tu parlais d'émancipation tout à l'heure. Bon, il faut quand même avoir une bonne base. Il faut avoir une petite tirelire de côté pour pouvoir rentrer à l'ENAI quand même, quoi. Carrément. Donc, est-ce que ça coupe pas d'un certain public? Et est-ce que c'est pas antinomique avec une philosophie ou une démarche que tu décris là? Alors, moi, je vais dire quelque chose de très personnel. Moi, je viens d'un milieu plutôt sensibilité de gauche, c'est-à-dire alors aujourd'hui ça veut plus rien dire. Je m'en excuse par avance aux auditeurs. Voilà, la gauche pour de moi, l'époque. C'est-à-dire quelque chose où on n'est pas dans la Mitterrand, quoi. Ouais, c'est ça un peu, mais complètement. En tout cas dans la projection qu'on pouvait en avoir. C'est pas du tout dans une idée de comment dirais-je, de sélection par l'argent. Voilà, le mot est lâché. Donc au début, il s'agit pas de faire une école privée. Après, on n'a pas le choix. Clairement, on nous dit oui, c'est intéressant, oui, il est bien votre projet et tout, mais allez-y, quoi. Nous, on voulait faire une structure accessible et clairement, c'était pas possible. On a dit faites, puis on verra après. Puis une fois qu'on était en route et il y a plus de raison de changer. Et honnêtement, depuis quelques années, je me dis on a bien fait de faire comme ça. Bon, ça c'est pour la survie de l'école. Plutôt que d'être sous une tutelle publique ou quelque chose comme ça. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Enfin, nous on a fait des BTS design pendant une petite dizaine d'années, je ne me trompe pas. On a connu l'environnement de l'intérieur du public et autres. Alors, je suis désolé pour certaines qui écoutent et que je vais peut-être heurter ou blesser, mais sincèrement, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est ubuesque, c'est kafkaïen. Voilà, clairement. C'est ce que je pense. En tout cas, je dis pas que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça et je l'ai vécu comme ça. Donc voilà. Le fait d'être privé a eu des tas de vertus, notamment nous permettre d'être extrêmement réactifs au changement d'outils et de métiers, nous a permis pendant plein d'années comme ça de faire un peu comme on voulait, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'était vraiment une chance, et de pas être sur pas pressé par un carcan qui parfois était un peu là aussi kafkaïen. Donc voilà, c'est une école privée, comme tu le dis très justement, c'est pas donné, il faut en avoir un peu sous le pied. La tendance s'inverse. Pendant très longtemps, moi je me souviens les premiers salons de l'étudiant, je me faisais agresser verbalement par des gens, dire vous n'avez pas honte d'école privée, etc., etc. Donc début 99-2000. Et puis aujourd'hui, les gens ils viennent en masse en disant non, mais nous on vient chercher une école privée parce qu'on sait que, en tout cas concernant l'ENAI, c'est pas forcément de partout comme ça, et je connais pas forcément toutes les autres écoles, on sait que la réputation vous suit, qu'on a un interlocuteur, une interlocutrice, etc. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'une école privée, elle a un devoir permanent de faire bien. Parce que si elle fait pas bien, ça se sait très très vite avec les réseaux sociaux, là. Alors après, je parle pas des haters qui, de toute façon, il y a toujours des gens qui diront du mal et tant mieux, parce que si on dit pas mal de toi, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es un peu un ventre mou. Mais à part des haters, si majoritairement les gens sont satisfaits, le font savoir, c'est le plus important. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Et donc nous, on a ce devoir. Le privé, il est contrôlé en permanence. Je vais pas vous faire, je vais pas faire plein dans les chaumières, mais sincèrement, aujourd'hui, une partie de notre travail consiste à, en permanence, renouveler des labels, renouveler des titres, voilà, de rendre des comptes en permanence. Et tant mieux, à la rigueur, tant mieux, si ça peut peut-être permettre d'apporter des cautions face aux parents, aux étudiants qui se questionnent, mais quand même, quoi, c'est très lourd. Le public n'a pas ce souci-là. Il n'a pas de devoir donner des chiffres d'intégration professionnelle et autres. Voilà.
Quand il y a un titre reconnu par l'État qui est donné à une école publique, elle n'a pas à donner ses chiffres. Nous, si on veut garder nos titres, et pour le coup, parfois on les perd, ça a été le cas pour nous, c'est parce qu'à un moment donné, on nous demande en permanence de dire il y a telle intégration, qui est devenue d'ailleurs quelque chose de complètement dingue, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc pour revenir à l'idée de cette école privée, ouais, c'est un petit peu, en effet, tu as raison, ça va un peu à l'encontre, en tout cas de ma sensibilité au départ et de ma philosophie. Et tout ça a changé en fait dans l'action. Tu sais, il y a la théorie et puis après il y a l'action. Et dans l'action, j'ai un peu changé de point de vue. Alors certains diront que c'est de l'opportunisme, peut-être. Allez, pourquoi pas, mais bon, j'assume. Et puis de toute façon, si on n'était pas là, personne d'autre le ferait. Donc c'est un peu ça aussi l'idée. C'est ce que m'a dit l'autre jour d'ailleurs. Je fais un entretien avec une dame et sa fille, avec sa fille, puis la dame vient me voir et tout, puis j'ai dit voilà, donc super dossier et autres, donc je les remercie de l'intérêt de l'école et autres. Et elle me dit merci à vous parce que si vous étiez pas là, ma fille ne ferait pas des études comme ça parce qu'elle accéderait pas à du public, parce que les places dans le public dans ces métiers-là, dans ces activités-là, sont extrêmement restreintes. Donc je l'ai retenu en me disant ouais, c'est aussi une façon de voir les choses. Tu sais, c'est un peu, là je vais aussi fâcher un peu les Savoyards, mais quand on regarde la dent du chat d'Aix-les-Bains ou qu'on la regarde de Yenne, elle n'a pas du tout la même tête. Alors voilà. Et elle est plus belle de quel côté alors ? Alors je vais pas te le dire parce que je vais me faire des ennemis. Mais je crois qu'on a compris en devine la réponse. Et en fait, on regarde bien la même chose. On regarde bien la dent du chat. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis quand on la regarde aussi d'un peu plus loin, de l'Oisieux, de encore un peu plus loin, ou au contraire quand on la regarde, je sais pas, quand on part en direction on part à Chambéry en direction de Grenoble, là aussi on voit la chaîne de l'Épine. À chaque fois, on regarde la même montagne, mais on voit pas la même chose. Donc je pense qu'après c'est un problème de point de vue. Est-ce que je dis ça pour défendre ma chapelle entre guillemets? Oui, certainement, mais parce que c'est ce que je pense. Puis, oui, t'es plutôt un mec cohérent finalement. J'essaie de l'être. J'essaie de l'être. Et d'être honnête quoi avec toi-même déjà avant de l'être avec les autres. Du coup, justement, cette école, elle prépare à quoi ? Elle prépare à une intégration dans le monde professionnel des étudiants quoi. En 3 ans. 3 ans. Voilà. Pour l'instant, c'est 3 ans. Bon, mais c'est quand même loin d'être évident parce que c'est quoi ? C'est des métiers de l'illustration. Concrètement, ça veut dire quoi être illustrateur ? Tu vas pisser des logos toute la journée. Alors non, illustrateur, tu vas pisser des illustrations, des images. Les logos, c'est plutôt du design graphique. Donc nous, on fait du design graphique. Donc c'est la communication visuelle, création de logos, de chartes, de sites internet, de plaquettes et autres. Design d'espace, là on est dans l'architecture de l'intérieur, aménagement de locaux, privés, publics, espaces urbains et autres. Tu as aussi les métiers d'illustration, donc là on l'évoquait juste avant. Donc l'illustration, moi c'est ce que je suis illustrateur. Donc tu produis une image pour une affiche, pour une couverture de roman, pour un texte, pour accompagner un texte. L'illustration accompagne généralement. La bande dessinée, bien évidemment, je vais pas expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde sait ce que c'est, même si aujourd'hui ça a énormément évolué. Oui, puis on pourra peut-être aussi revenir mais on y reviendra après dans les détails de tous les métiers qu'il y a autour de la bande dessinée. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'ENAI, étant pas spécialement fan de bande dessinée. Mais tu as aussi le métier du cinéma d'animation, qui est en plein boom depuis 5 ans. Là, on a la chance d'avoir un écosystème juste à côté de chez nous, sur Annecy, aux papeteries, où il y a de plus en plus de studios qui viennent s'installer, donc de plus en plus d'étudiants qui font des stages et qui sont embauchés. Donc ça, c'est une satisfaction pour nous. Et puis c'est pas fini. Je pense que j'en ai pas oublié. Est-ce que j'en ai oublié ? Je ne pense pas. J'espère pas. Voilà. Donc c'est tous des métiers de la créa. Et tu as absolument infiniment raison de dire il n'y a pas de la place pour tout le monde. D'ailleurs, moi, c'est la première chose que je dis à l'entretien. Quand on débriefe avec les étudiants, les candidats et les parents, en disant attention, on est sur des métiers de niche, il faut savoir un bon coup de crayon, certes, il faut savoir se vendre, il faut être très opiniâtre, il faut ne pas juste venir prendre des cours à l'école, mais aussi préparer le stage de première, deuxième et troisième année, préparer la sortie, créer un réseau, non pas social, mais un réseau de professionnels et un environnement. Voilà, ça demande, en fait, ce sont des activités extrêmement épanouissante, dire le contraire serait schizophrénique. Là aussi, ça a changé ma vie, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de la place pour tout le monde je pense que dans tous les métiers, je suis même certain que dans tous les métiers de création, on a le même problème, quoi, hein. Dans le cinéma, dans le spectacle vivant, c'est les gens les plus opiniâtres, le talent, c'est pas juste de savoir bien
comment dirais-je, dessiner ou bien déclamer un texte. C'est aussi être opportuniste, dans mon sens du terme, être agressif. J'invite les gens à aller voir ce que la définition du mot agressif dans le dictionnaire. On l'a énormément rendu négatif. Le mot agressif, en fait, l'agressivité, c'est pas du tout de mordre son voisin, c'est d'être quelqu'un qui travaille son estime de soi, qui a envie d'y aller, qui se bat et autres. C'est ça d'être agressif. Hein. Donc le talent de se vendre, le talent de pousser des portes, le talent d'oser demander, le talent d'apprendre, s'entendre dire 9 fois non sur 10 fois, et puis que la 10e fois on vous dit oui, quoi. C'est tout ça. Voilà. Les gens qui savent bien dessiner, les scribouilleurs et autres, les cartoonistes et compagnie, il y en a plein les réseaux sociaux, il y en a plein les rues, et je vais même aller plus loin. L'école propose des stages et des cours du soir. Je prends le pari systématiquement quand je rencontre quelqu'un en disant venez, on va vous apprendre à dessiner, parce que ça s'apprend. En 24 ans, j'ai dû voir passer une petite dizaine de personnes, et encore je suis gentil, qu'on n'a pas pu comment dirais-je, déniaiser, c'est pas très joli, mais en tout cas qu'on n'a pas pu comme ça, dont on n'a pas pu extraire quelque chose. Parfois, oui, il y a une personne sur 100, t'y arrives pas, quoi, ça marche pas, ça arrive de partout. Le reste, les gens si les personnes s'y font l'effort ça marche. Donc des dessinateurs, des plasticiens, des graphistes, potentiellement il y en a énormément. Les gens qui vont en vivre, ça c'est un autre problème. Mais ça justement, est-ce qu'on n'est pas là sur la définition de l'artiste dont on parlait au début de la discussion? Si. Est-ce que l'école, du coup, elle crée des artistes? Pourquoi pas? Si on peut le redéfinir comme ça. Mais tu sais, très souvent, les étudiants qui passent par chez nous et qui derrière prolongent tout ça à travers une activité pro, hein, il y en a comme un certain nombre. Il y a des fiertés, hein, je pense. Alors très facilement, parce que c'est les plus visibles à Isabelle Mandrou, Miss Prickly, qui notamment est la co-créatrice de Mortel Adèle, d'Animal Jack et autres, ou de Mathieu Bablet, qui est un auteur de BD de science-fiction ultra talentueux. Tous ces gens sont passés par chez nous. Il a notamment commis un album qui s'appelle Carbone et Silicium, qui est une merveille, récompensée par un prix France Inter et Fnac, si je me trompe pas. Voilà, on en a d'autres. Là, il y a d'autres. Je peux en citer d'autres. Je sais que j'en oublie et qui m'en excuse par avance. Mais en fait, je suis vraiment de perdre le fil. Est-ce que l'école crée des artistes? Et donc, ces gens-là, ils font d'autres choses à côté. C'est-à-dire que très souvent, ils font de la musique, ils font de la peinture, ils font de l'illustration quand ils font de la BD, ils font de la BD quand ils font de l'illustration, ils font du graphisme quand ils font de l'illustration, de l'illustration quand ils font du graphisme. J'en passe des meilleurs, ou font de l'animation, ils font de la vidéo, de la photo, très souvent. Il y a vraiment de gens qui travaillent la photo. Donc, ouais, ce sont des gens complets et qui en plus, très souvent, produisent des choses qu'on va qualifier un peu pas alimentaire, parce que c'est pas très élégant, mais des choses qui vont s'adresser au plus grand nombre à travers la bande dessinée, mais qui vont produire aussi des choses à côté de manière beaucoup plus artistique, beaucoup plus personnelle, comme une sorte de jardin secret que tu arroserais tous les jours, qui va alimenter donc leur travail en plus. Tout est lié, quoi. Et qui sont, au bout du compte, très souvent des gens qui sont dans la musique, dans la photo ou dans la peinture, qui vont être des vrais artistes pour le coup. Ouais. Alors on parle d'artistes, mais justement pour bien se figurer la chose, est-ce qu'on peut faire la différence entre l'école d'art appliqué qu'est l'ENAI et une école de beaux-arts comme on peut voir à Annecy, à Grenoble, à Lyon? Oui, bien sûr. En fait, ça porte relativement bien son nom, École des Beaux-Arts. Donc ça remonte à je sais plus quelle période. Ma mémoire me fait défaut, mais en tout cas, ça a été créé il y a très longtemps, l'École des Beaux-Arts, où on apprenait à l'époque de travailler de manière extrêmement classique le dessin, l'anatomie, etc., puis on apprenait la peinture. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, ils ont un peu, je pense que une bonne partie des écoles des Beaux-Arts a perdu un peu le fil des choses, 70-80 principalement, avec l'explosion d'une forme de revendiquer d'art, je dis bien une forme d'art contemporain, parce qu'aujourd'hui on a tendance à résumer l'art contemporain. Non, il y a des arts contemporains, en tout cas dans ma définition. Et donc ils sont un peu perdus en route à vouloir balayer d'un revers de la main tout ce qui était justement académique, tout ce qui était l'histoire, tout ce qu'on peut additionner, ils ont voulu le soustraire. Bon, bref, ils en sont revenus. La plupart en sont revenus. Le dessin est de nouveau enseigné, etc., etc. Il ne s'agit pas de continuer à faire de la peinture à l'huile sur de la toile. C'est pas mon discours. C'est de dire,
pourquoi soustraire alors qu'on peut additionner. Donc aujourd'hui, les écoles des beaux-arts forment principalement des plasticiens-plasticiennes qui vont faire des œuvres, ça peut être des installations, ça peut être de la photo, de la vidéo, ça peut être parfois la peinture. La peinture revient quand même, et j'en suis ravi d'ailleurs. Du volume, de la sculpture, enfin j'en passe, j'en oublie forcément. Donc là, la démarche, c'est je fais des études et je produis des choses et je développe ma création personnelle. Et ensuite, quand je sors, je caricature un tout petit peu parce que ce soit intelligible et pas trop long pour les gens qui écoutent, mais et ensuite je sors de mon école et je vais trouver des galeries ou des lieux pour exposer, je monte mon travail, je trouve des gens qui vont m'acheter mon travail. Alors que la personne qui travaille en art appliqué, l'illustrateur, l'illustratrice, auteur, autrice de BD, c'est des gens qui vont d'abord aller, comme un artisan en quelque sorte, pour moi c'est un peu de l'artisanat, vont aller chercher d'abord le boulot, ils vont taper à la porte d'un éditeur en disant voilà, éventuellement il faut proposer un projet, un scénario avec les premières planches, et ensuite une fois que le contrat est signé avec l'éditeur, l'éditrice ou avec le client il dit oui, alors j'aimerais bien refaire mon logo, j'aimerais bien faire ma charte graphique, mon showroom avec un designer d'espace, et donc une fois qu'on a signé le devis, on produit. Donc la démarche n'est pas du tout la même. Et la contrainte est plus forte forcément. La contrainte, elle est... Enfin, quelqu'un qui travaille dans les arts appliqués, c'est quelqu'un qui est lié à une économie, à un quotidien. Alors certains diront c'est extrêmement contraignant. En tout cas, ça peut être un peu restrictif. Moi, je pense qu'on peut difficilement créer si on n'a pas des contraintes. Vraiment, s'il n'y a pas des contraintes de temps, s'il n'y a pas des contraintes... si on se fixe pas un objectif, tiens, je vais exposer, même dans les milieux artistiques. Là, par exemple, moi, j'avance pas beaucoup dans mon travail de peinture parce que je n'ai toujours pas fixé une exposition à venir. Alors que si j'avais retenu une salle en disant c'était le jour à telle heure, peut-être que je m'y mettrais un peu plus, quoi. Il faut travailler avec de la contrainte. La contrainte est extrêmement salvatrice et c'est un fil conducteur. Voilà, c'est ce que je pense. Mais bon, bref. Voilà. Donc la démarche plastique et la démarche art appliqué, si tu veux, en fait, en termes d'outils, en termes de création, en termes de visuel, ces deux univers sont séparés d'une frontière d'un centimètre de large. Par contre, la frontière... Mais qui est tenace. Et puis surtout, elle est en profondeur, elle se rejoint jamais. C'est deux mondes qui ne peuvent pas se rejoindre. Pour moi, c'est le monde. Après, il y a des très bons, il y a des gens, des auteurs de bande dessinée, je pense à Enki Bilal ou Philippe de Rouillet, là aussi on a nostalgie, je suis désolé, qui sont des gens qui ont fait de la peinture et qui font la peinture. Il y a des artistes plasticiens qui se servent de la bande dessinée d'illustration pour produire des choses. Donc, il peut y avoir des passerelles, mais à aucun moment donné, ces deux univers se rejoignent. Pour moi, ils se rejoignent pas, quoi. Ou s'ils se rejoignent, c'est par opportunisme ou par de manière très ponctuelle. Il y a quand même une concurrence des écoles d'art appliqué privées. Oui. Et de plus en plus, toi qui es un vieux de la vieille maintenant de l'école depuis 25 ans, comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est des paillettes qui... Je vais avoir du mal à me prononcer parce que si je commence à donner mon avis, évidemment, tu vas te faire des ennemis. Mais tu les as pas déjà. Non, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Non, c'est juste que j'ai pas envie de décrire les gens qui, je sais pas, peut-être qu'on a des futurs des gens qui écoutent en disant bah tiens, ma nièce, mon neveu, ou tiens, moi j'aimerais bien faire ça. Si je commence un peu à être trop négatif sur les écoles privées ou en tout cas sur l'environnement, je voudrais pas détourner des gens de ça, mais en fait il suffit à un moment donné, je vais essayer quand même de répondre à ta question, mais il suffit à un moment donné d'aller sur les réseaux sociaux ou sur les forums, d'aller faire des portes ouvertes. Faites les portes ouvertes des écoles pour rencontrer encore une fois, puis voir ce qui se fait concret. Tu peux faire une très belle plaquette, un très beau site, puis une fois que tu arrives sur place, t'as des locaux qui sont minables avec il y a 3 bouts de dessin qui se courent après, etc. Donc en fait, et puis demander à des auteurs et des autrices ou des gens du milieu, vous avez fait quelle école ou quelle école voilà, c'est les meilleurs des prescripteurs. Mais pour revenir aux écoles privées, oui, aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu à la mode. On vit aujourd'hui une restructuration fondamentale et systémique des écoles. D'ailleurs, l'ENAI a rejoint il y a pratiquement un an de ça un groupe d'écoles qui s'appelle ACE, suivant les prononciations, éducation. Bon, nous, ça a été une bouée de sauvetage parce que c'était très compliqué de continuer à vivre de manière autonome face à la concurrence que tu décrivais. Donc c'était quelque chose d'important et aujourd'hui on en a un an plus tard déjà les fruits. Oui, il y a plein d'écoles, il y a pas
il y a trop d'écoles qui se créent, qui se montent, qui faisaient un temps ça, puis qui se mettent à faire plein d'autres choses à la place. Il y a quoi de perdre un peu son latin. Et puis tu parlais tout à l'heure, j'ai oublié de te répondre j'ai pas pensé à te répondre, je me suis noyé dans ma logorée sur la concurrence du tuto ou des écoles en ligne. Moi, je suis persuadé, parce que je suis un éternel optimiste, ça m'a pas toujours forcément été bénéfique, mais qu'il y aura toujours la place pour des établissements qui accueillent du public, qui proposent des ateliers, qui proposent de la pratique. Voilà, je suis persuadé qu'il y a aussi tout un public qui est très important, non négligeable, en tout cas de jeunes gens qui préfèrent aller faire des tutos, qui préfèrent rester chez eux, etc., etc. Je pense que la Covid est passée par là, elle nous a pas fait que du bien, elle nous a pas fait pas grand-chose comme bien, à part peut-être certains outils ou certaines pratiques. Mais il y aura toujours un public pour ça, et puis il y aura toujours un public pour une école comme la nôtre. Enfin, je l'espère, je le souhaite. Après, je suis à la fois optimiste et en même temps quelqu'un de très réaliste. Si demain on me fait voir le contraire, je tenterai l'aventure dans autre chose. J'irai faire autre chose. C'est pas. Et puis de toute façon, à un moment donné, il faudra aussi que je transmette le flambeau. Moi, je suis là depuis le début, et puis il faut s'oxygéner. Il faut aussi que l'école s'oxygène elle-même. Tu penses à une retraite, ou un retrait en tout cas, parce que ta retraite, c'est pas, t'as encore quelques années pour toi, mais c'est pas gagné. Mais un retrait de l'école. Je me suis toujours dit que. Attention, scoop. Ouais, non. Puis je suis pas sûr que ça. Et je suis persuadé que ça changera de toute façon rien du tout à l'ENAI, mais l'idée c'est que j'ai toujours souhaité quand même retrouver un peu mon premier amour qu'est la peinture. Donc j'aspire à un moment donné ou un autre. J'ai pas de date, j'arrive pas à me projeter parce que c'est un peu compliqué. À reconsacrer du temps, l'énergie à la peinture comme je devrais en consacrer, parce qu'aujourd'hui c'est trop sporadique et pas très très intéressant. Ça, c'est la première chose. Et j'ai toujours dit et pensé, et voilà, autour de moi, et je l'ai toujours dit autour de moi et pensé que le jour où je pensais, où j'estimais que j'étais plus utile, il fallait, contrairement à des gens qui restent un peu accrochés au truc, là, qu'il faudrait que je me retire. Alors, ce que je fais, c'est que déjà, je vis au quotidien avec des jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, donc je peux te garantir que ça, c'est un excellent anti-ride. Et puis, c'est aussi à moi et aux équipes. On a un devoir de se tenir au courant, tu vois. En ce moment, on parle évidemment pas mal de l'intelligence artificielle. Il y a eu une espèce de levée de bouclier, comme ça, à un moment donné, par les auteurs et les autrices, avant même de savoir ce qu'il en retournait, en disant halt. Moi, je pense que c'est un outil incroyable, complètement incroyable, en négatif et en positif d'ailleurs, quand je dis ça. Il va falloir apprendre à s'en servir. Il va falloir quand même légiférer, parce qu'il va falloir quand même aussi mettre des limites. Là, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, là, j'entendais ce matin, qu'il commence à y avoir des comment dirais-je, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou je ne sais plus, enfin peu importe, des chanteurs disparus qu'on reconstitue la voix, qui ont fait chanter. Tu vois, je parlais de Goldrake tout à l'heure. J'ai entendu un truc, c'est Johnny Hallyday qui chante Goldrake, qui n'a jamais chanté Goldrake. Et on l'entendait. Et je me disais, c'est fou, quoi, c'est complètement dingue. Donc il y a des problèmes de droit. Enfin voilà. Donc ça amène vraiment une question de droit. Il y a un problème d'écriture. Il y a quand même commence à y avoir des essayistes et des écrivains qui disent stop. Le ChatGPT, entre autres, d'autres, je les connais pas plus que ça, viennent taper dans mes écrits pour reproposer derrière des choses. Voilà. Donc il faut légiférer là-dessus, c'est évident. Mais en même temps, c'est un outil qui potentiellement est assez incroyable. Moi, quand je suis sorti de mes études, est-ce que c'est pas la fin de vous ? Enfin, du coup, c'est la fin de l'école, c'est la fin mais même de l'illustrateur. On en a plus besoin. On demande à je sais pas quelle intelligence artificielle de créer cette image, et puis elle sort, et puis voilà, ça coûte vachement moins cher. Ah, ça, c'est sûr. C'est vachement moins pénible, parce que négocier avec un être humain, ça peut être compliqué. Voilà. C'est clair. Enfin, Pour l'instant, pour avoir suivi pas mal de conférences là-dessus, pour l'instant, visiblement, il y aura toujours un artiste, un créatif, une créative derrière une création, pour l'instant, à l'état actuel de la technologie, derrière l'image d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'image créée par une IA, derrière, il y a quelqu'un qui va mettre les mots, qui va demander, qui va ordonner, qui va créer, etc., etc. Voilà. Après, vraisemblablement, quelque chose qui risque d'être dépassé dans les prochaines années.
il faudra qu'on se réinvente. Je pense que l'IA, c'est comme l'informatique quand elle est arrivée dans les années 80, qu'on a dit ça y est, c'est fini. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. Oui et non, puisqu'il y a d'autres qui ont été créés derrière. Est-ce que, enfin, puis même, alors moi je suis pas un spécialiste en plus de tout ça, donc je vais très vite être en limite d'analyse, mais je pense que c'est aussi à nous réinventer, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à le changement de typologie de nos étudiants. Il faut se réinventer face au monde qui change. Ou alors, tu prends une petite capsule, quoi, une petite gélule, et puis tu vas en Suisse. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est un peu ça. Après, ouais, on va pas se mentir, c'est hyper flippant. C'est clairement flippant. Toi, t'as peur. Toi, Non, j'ai pas peur. Pendant très longtemps, j'ai retenu je vais étayer mon truc là parce que dire pas peur, ça veut rien dire. Pendant très longtemps, j'ai retenu une phrase. C'est Jean d'Ormesson qui était invité à Apostrophe. Et puis à la fin de l'émission Apostrophe, je sais pas si ça parle aux gens qui nous écoutent, mais il y avait une sorte de petit portrait chinois, en tout cas. Il posait Bernard Pivot, le questionnaire de Proust. Voilà, tu vois, le portrait chinois, n'importe quoi. C'est tellement loin que du coup j'ai tout oublié. Presque tout. Et il dit à Jean d'Ormesson, Jean d'Ormesson, je vais y arriver, qu'est-ce que vous aimeriez que le Jean d'aujourd'hui dise à le Jean qui a 20 ans? Et il lui dit, n'aie pas peur. Voilà, j'ai retenu ça, parce qu'effectivement, l'âge aidant me concernant, elle a la faculté de faire que j'ai de moins en moins peur. J'ai eu peur toute ma vie, presque, comme beaucoup. Hein. J'ai les modifié, ça, parce que, en fait, je pense qu'il faut pas peur d'avoir peur. Pour moi, c'est une autre étape. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir peur, parce que si tu canalises ta peur, en fait, tu canalises ta création, tu canalises voilà, tout ce qui va faire que tu vas t'engager, que tu vas faire des choses, que tu vas te dépasser. Moi, j'ai passé ma vie à être presque obligé de me dépasser, des choses dans un inconfort permanent, ce qui était épuisant, mais bon, voilà. Donc voilà, je dis aujourd'hui, n'aie pas peur d'avoir peur. Donc oui, j'ai peur de l'IA, mais en même temps, j'ai pas peur d'avoir peur de l'IA. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire... Mais est-ce que justement, à un moment, il y a Covid, il y a l'intelligence artificielle, est-ce qu'à un moment, justement, on n'est pas dépassé, et là c'est là qu'on se dit bon attends, en fait je suis un vieux con, je ne corresponds plus du tout, j'ai plus les codes pour le monde qui est en train de se créer. Là pour le coup, du coup, faut que je passe la main. Est-ce que c'est une fatalité d'arriver à ce genre de constat? Non, c'est pas une fatalité. Par contre, la question, je la pose tous les jours. Et j'essaie d'y amener une réponse. Et tant que cette réponse est, tant que tu te trouves encore une place, notamment dans cette école, mais bon, dans ce que tu fais, tu restes là jusqu'au jour où un matin tu vas te lever en disant, en fait, ça a plus de sens. Game over, ouais. Mais il y a ces deux questions. C'est tant que je n'ai pas trouvé la possibilité de retourner sous la peinture, et tant que je pense avoir des choses à faire et à dire dans le cadre de ce fantastique projet qui est notre école, l'ENAI, je reste en place. Après, peut-être que je sais pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que des gens me le diront, j'espère qu'ils me le diront avec un peu de courtoisie ou en tout cas un peu d'élégance, peut-être que je m'en rendrai compte, peut-être que j'en aurai marre, c'est compliqué, mais clairement je me pose la question, vraiment, je me pose la question au quotidien, pas tous les jours, j'exagère, des jours j'ai d'autres choses à penser, mais quotidiennement je me pose la question en disant, voilà, et je vois les gens s'user autour de moi, je vois des gens s'user, vraiment, des anciens nous quitter, et puis j'entends dans les couloirs des personnes que je trouvais bien plus dynamiques à une époque, bien plus engagées, et aujourd'hui se dire non mais j'en peux plus. Là, il y a une résignation, quoi. Ouais. Mais ça appartient à chacun, tu sais, c'est quelque chose de très très. Ouais, mais c'est quand même du coup un mouvement, quand même une tendance que tu observes peut-être depuis quelques années. Une petite dizaine d'années. Ah oui, quand même. Une petite dizaine d'années, tout doucement les choses ont glissé, et puis le Covid a été un catalyseur, mais c'était un accélérateur de particules, quoi. Est-ce qu'il y a un renouvellement des vieux des vieux entre guillemets, mais des enseignants qui sont là depuis plus longtemps, pas forcément du coup question d'âge, mais et qui au bout d'un moment s'épuisent, et c'est vrai qu'il faut peut-être passer à autre chose. Mais il y a un renouvellement, vous arrivez quand même à inviter de nouvelles personnes, une nouvelle génération qui arrive. On le fait, c'est salvateur en plus, même si c'est pas ces problématiques-là. Et puis il y a des gens qui ont le projet change et qui ont besoin de retrouver un peu de liberté, parce que c'est comme très, 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 comment dirais-je, énergivore l'enseignement.
Donc oui, puis dès qu'on a des anciens, je parlais de Mathieu Bablet, d'Isabelle, il y a David Combet aussi qui est un très bon auteur de bande dessinée. On les recroise, on discute. Parfois c'est eux qui nous disent mais moi j'aimerais bien revenir enseigner. Donc ils font un premier workshop ou un premier. Et puis après ça fonctionne, les étudiants sont contents, on vérifie que c'est pas juste pour être entre copains. Et puis quand ça fonctionne, on y va quoi. Mais tu sais, je vais juste ajouter quelque chose Moi, je supporte pas en fait ce discours que j'entends trop souvent. C'était mieux avant, tu vois. C'était à mon époque, les jeunes, etc., etc. C'est d'une bêtise, mais sans nom. Mon père, il me dit souvent, mon papa, il est pas tout jeune, il est né en 42, donc il est pas tout jeune. Et il me disait donc à Yenne, puisqu'il est né à Yenne, quand tu portais dans les années 60, tu portais un jean, t'étais un loupard, quoi. Tu vois. Et c'était des mauvais garçons, quoi. Tu vois, parce qu'ils avaient des jeans. Et à notre époque, on serait pas permis d'eux, etc., etc. Je l'ai toujours entendu me dire ça, disant on est toujours le vieux contre quelqu'un et inversement le jeune contre quelqu'un. Et moi, je veux surtout pas tomber là-dedans en disant ah ouais, mais les jeunes aujourd'hui, les étudiants, les mômes qui arrivent, qui débarquent, ils sont tous le résultat, la résultante de notre société, des modèles qu'on donne au quotidien, avec parfois plus ou moins de chance quant à l'environnement familial. Bon, voilà, il y a des grandes inégalités de ce côté-là, mais ils sont le résultat de ça. Enfin, je veux dire, t'arrêtes d'être sur ton smartphone. Mais en fait, regarde, l'autre jour, j'emmène mon fils à la pêche, mon petit garçon, qui s'appelle Anakin, référence à je voulais pas le dire tout à l'heure, moi je voulais pas. Et le petit Anakin, je l'emmène à la pêche, et il a 11 ans, il passe sur les pêches, et voilà. Et puis il y a une dame qui vient avec nous, il discute et tout, et puis elle dit oui, moi je sais bien parce que mon fils comprend, c'est la seule façon de le sortir de ses jeux, de son smartphone et autres. On s'assied au bout d'un petit étang, etc., machin truc. Et en fait, on est resté de bonnes heures, et la dame, elle a passé 2 heures devant son smartphone à scroller comme ça. Et alors, elle fait ce qu'elle veut, hein. Attention, je suis pas, moi aussi je suis sur mon smartphone. Mais c'est en fait comment tu peux reprocher à tes enfants le modèle que tu lui donnes au quotidien, quoi. Oui. Moi, je suis super vigilant avec mon fils pour éviter justement d'être sans arrêt sur Internet. Je suis très clairement, mais j'essaie de faire attention à ça, quoi. Donc les jeunes aujourd'hui, machin. Ouais, mais en même temps, ils sont la résultante de ce qu'on a produit, quoi, de ce qu'on a consommé, et puis de ce que acheté. tu cautionnes. Bon, après, avec une responsabilité limitée, on va pas tout te mettre sur les épaules. Tout n'est pas de ta faute, David. Mais... non. Et puis attention, t'as des exemples d'assassins comme ça, de serial killers. Et les parents, ils sont clairement pour rien. C'est pas parce que un gamin ou une gamine dérape que forcément les parents ils sont pour quelque chose. Il y a aussi des mauvaises rencontres. Mais dans le quotidien, dans ce qui est un peu, on va dire, le quotidien ou ce qui est un peu accessible, on a tous une vraie responsabilité, quoi. Et à l'école, on l'a aussi. Voilà, les prévenir, les obliger à des choses, les contraindre sur arrêtez de dessiner avec votre tablette, reprenez votre crayon. Donc à l'école, on dessine sur des chevalets, alors pas que, on a des super salles informatiques avec des tablettes, etc., mais on a aussi des chevalets avec du papier et du fusain, donc c'est important de faire cohabiter. Mais oui. J'ai une petite question. Le Minitel, c'était bien? Le Minitel, j'en ai pas eu. J'en ai vu, mais j'en ai pas eu. Je crois que c'est recherché maintenant en plus, les objets. Ah bah oui, ça doit être en brocante, ça doit faire peur. On arrive vers la fin de notre entretien, plus d'1 heure maintenant. Est-ce que, alors il y a un petit questionnaire de Proust justement traditionnellement dans ce format, dans ce podcast. Donc c'est pas un portrait chinois, c'est un questionnaire de Proust. On l'appelle comme tu veux. Hein. Non, mais je peux. Est-ce qu'il y a un livre, on a compris un petit peu, tu nous as ouvert les portes de ta pensée, de ta philosophie, de ta façon de voir, de vivre le monde, et je te remercie pour cette générosité. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, qui représenterait ton parcours et cette philosophie ou ce rapport au monde dans lequel tu es? Alors là, c'est une colle. Un livre qui peut être une BD, évidemment. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai plein de livres qui viennent à l'esprit, mais qui sont pas liés à ce que tu me demandes. Indirectement, la première prise de conscience du monde de l'enfance, de l'éducation et autres, c'est Vipère au point.
Voilà, Ah j'ai lu, j'avais 12 ou 13 ans, que ma maman est obligée de lire parce qu'il fallait que je lise pendant les vacances, que je lisais pas assez. Donc on m'imposait et c'est très bien d'ailleurs. Et je me souviens de Vipère au point où j'ai pris conscience des problématiques, parce que moi j'étais vraiment bercé dans un environnement des parents formidables, et j'ai pris conscience de ce que pouvait être l'éducation, le manque d'éducation ou la perversion et autres. Ouais, voilà. Et je pense que ça, tu vois, j'y pense souvent à ce bouquin. Donc indirectement, c'est pas, voilà, ouais. On va partir sur l'école vient aussi de Vipère au point, du coup. Peut-être. Question d'éducation. Non, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose. Transmission, etc. Ouais, quelque chose d'Hervé Bazin, ouais. Une musique? J'aime tellement de choses. C'est dur. Ou un groupe, ou un chanteur, si tu veux. Je vais te dire Gainsbourg, Mozart et Miles Davis, quoi. Voilà, pour l'histoire de balayer. Et puis si, un petit groupe que j'adorais quand j'étais ado, que je regarde avec nostalgie aujourd'hui, parce que la musique était liée aussi à une iconographie très forte. C'est le groupe AA, que je sais pas si tout le monde connaît d'ailleurs, mais c'était un groupe pop des années 80 et qui m'a énormément influencé, qui a fait une dizaine d'albums, je crois bien. Ah oui. Et oui, quand même. A-HA. Alors c'est la pop sucrée, hein, et c'est sans prétention, mais voilà, c'est un groupe qui m'a marqué musicalement et dans son esthétique. Voilà. Après, évidemment, aujourd'hui, j'ai continué à écouter Gainsbourg, Bachung, Mozart, Miles Davis. Voilà. Tu vois, c'est très difficile de donner comme ça un seul. Mmh. Alors attention, là, encore plus difficile, un film. Il va falloir choisir entre Star Wars et Blade Runner. Ouais, et puis il y en a plein d'autres. Ouais, je citerai aussi Akira, le film d'Otomo, le film d'animation absolument incroyable. Mais je vais quand même, il faut que je sois cohérent. Je vais quand même parler de Star Wars, et je vais peut-être pas d'ailleurs parler de The New Hope, le premier, la guerre des étoiles, mais plutôt de l'Empire contre-attaque. Voilà, parce que ça c'est quelque chose qui est fondamentalement, voilà, qui est fondateur pour moi. Ce cinéma-là est fondateur pour moi. Carrément. Mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, cette honnêteté, cette cohérence, voilà, ce souci de cohérence intellectuelle, morale, avec toi-même et du coup avec les autres. Oui, parce que très fort chez toi. Je pourrais citer des autres films plus intellectuels, mais ce serait. Après, c'est compliqué, hein. Tu l'évoquais, le cinéma, c'est tellement dingue, quoi. Mm-hmm. J'ai une baguette magique, je peux prendre un petit mot que tu vas me confier et aller le livrer au petit David qui a 7-8 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure. Ouais, franchement, n'aie pas peur d'avoir peur, quoi. Tu vois, c'est vraiment la chose que je retiens. N'aie pas peur d'avoir peur. C'est fondamental. Tous les mômes que je croise à l'école régulièrement, pas tous, mais une majorité, ils ont des problèmes d'estime d'eux, ils ont un souci de faire mal, d'être mal notés, ils ont peur de tout. On vit dans un pays incroyable. La France est un pays incroyable et j'ai la chance d'être né en France quand on voit ce qui se passe ailleurs. Mais on est quand même dans une société avec une éducation qui est pour moi fondamentalement à repenser, quoi. C'est-à-dire tout est, tu vois. Alors, il y a un autre mot que je vais mettre en opposition, c'est compétition, qui est un mot que j'exècre. Voilà. Donc, pour moi, la vie est compétition aujourd'hui. Et ça me rend triste, en fait. Vraiment. Tout est compétition. J'ai toujours ma baguette magique et le mot que tu vas me confier, je peux le livrer à David âgé, qui a 95 ans. C'est difficile. Hein. Artiste ? On y va ? Artiste. Allez, puisque c'était le sujet tout à l'heure. Voilà. Artiste. Ok. Comme ça, ouais. Et puis tu te dis, allez, c'est bon, il est temps là. Voilà. Il faut y aller, monsieur. Ouais. Alors, tu vas ou tu vas pas ? Mais on peut espérer pour toi que, quand même, avant 95 ans, t'aies fait ce pas là dont tu parles. Ouais, j'espère aussi. Mais bon, tu sais. Mais peut-être pas. Enfin, on verra. Moi, j'ai appris de la vie qu'en fait, c'est ce que j'aime dans la vie, c'est que c'est en permanence quelque chose. La vie s'offre à toi en permanence et t'as des opportunités tout autour de toi. Il faut savoir les saisir. Et oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu sais. Je dis régulièrement à l'équipe qui me le rappelle en permanence. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Tiens, c'est pour moi fondamental.
tu choisis de faire ça, tu renonces à ça. On peut pas tout avoir. Et puis je pense que ça serait quelque chose qu'il faudrait peut-être graver aussi, peut-être sur les frontons de certaines écoles ou je ne sais pas, en disant voilà, vous pouvez pas tout faire, choisissez quoi. Donc voilà. Bon après, j'ai aucun regret. Je dis souvent, si demain on me disait, alors je suis pas pressé, hein, j'ai encore en plus passé encore un peu de temps avec mon épouse et mon petit garçon, mais si demain on me dit game over, je dis ok, d'accord, très bien, ça me va. Ok. Ouais, tu peux partir tranquille. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie riche en rencontres, en expériences, en échecs, donc en construction, en réussite, je sais pas, je veux pas dire grand-chose réussite, mais en tout cas chose peut-être réussie. Donc ouais, moi j'ai vraiment je remercie, je sais pas qui d'ailleurs, comme je suis pas croyant, ça va être compliqué de remercier quelqu'un, mais voilà, de cette opportunité d'avoir une vie aussi remplie de choses, quoi. T'as fait le taf. Ouais, je sais tu pas. continues à le faire. Ouais. Alors là, on enregistre dans notre petite cabane, là, dans le petit studio à Saint-Paul. On est au frais, on est bien. Est-ce que cet endroit-là, depuis plus d'une heure qu'on parle maintenant, 1h15, est-ce qu'il a changé pour toi? Comment tu te sens là-dedans? Je sais pas s'il a changé. Moi, quand je suis arrivé, je me suis senti à l'aise, quoi. Tu vois, je sais pas, on est bien, on est au frais, on est entre nous. T'as réussi à m'engager dans une logorée sans fin, donc c'est pas très compliqué de t'engager là-dedans. Ouais, c'est vrai que je suis un peu bavard, ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'ai envie de dire quand la prochaine, quoi. Alors justement, voilà la fin. Et ton dernier mot pour le monde? C'est que moi je suis pas philosophe, hein, donc c'est compliqué ce que tu me demandes. Mon dernier mot pour le monde, c'est-à-dire? Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde qui nous écoute, au monde entier qui nous écoute et qui tu as entendu parler pendant 1 heure? Espoir. Espoir. Bah ouais. Toujours. Ouais. Non, peut-être plus que positivisme, c'est pas très joli. Positive attitude, comme c'est. Ouais. Alors en plus c'est un homme politique qui l'a repris, que ça me plaisait pas trop. Oui, en plus. Soyons positifs, voilà. Ouais. À la Raffarin. C'est ça. Oui, merci. Merci beaucoup, David. Merci infiniment à toi, Antoine. La Cabane des Secrets, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle, un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. Cliquez sur le lien, vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Gros bisous.